Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je pense que nous sommes en direct. Bonsoir, cher Omar Amouri, pour une nouvelle conférence. Bonsoir. Bonsoir. Conférence donc ce soir autour de 1962 et en particulier autour des accords d'Évian. Je rappelle très brièvement que le 7 mars 1962, la France et l'Algérie, en particulier par reprennent les négociations à Évian, qu'une semaine plus tard, le 15 mars, est assassiné Mouloud Feraoun avec 5 autres dirigeants des centres sociaux à El Biar par l'OAS. Je rappelle qu'il y avait avec Feraoun Marcel Basset, Ali Hamouten, Robert Aymar, Max Marchand et Salah Aoudia, et que 3 jours plus tard, le 18 mars, les accords d'Évian sont signés, un document de 93 pages qui accorde l'indépendance à l'Algérie, qui sera effective le 5 juillet. Un mois plus tard, pratiquement un mois après la mort de Mouloud Feraoun, c'est Jean Amrouche qui disparaît. Et le 5 juillet, le 3 juillet déjà, la France reconnaît officiellement l'indépendance de l'Algérie et le transfert de souveraineté est opéré au profit de l'exécutif provisoire de l'État algérien. Et le 5 juillet, c'est bien entendu le jour de l'indépendance qui est fêté chaque année en Algérie. S'ouvrent alors 3 mois de conflits, de rivalités, d'opposition entre, disons, pour résumer très brièvement, ce qu'on appelle le groupe de Tlemcen, représenté par Ben Bella et Boumedienne, et le GPRA, le gouvernement provisoire de la révolution algérienne. De cela, il sera question avec vous, cher Omar, en particulier des accords d'Évian, sa dynamique, ses ressorts et son pourquoi et ce que le document dit, et ce qu'il esquisse comme nouvel État algérien. Et vous reviendrez bien évidemment aussi sur ce qu'on a appelé la crise de 62, qui a opposé un certain nombre de groupes du mouvement national algérien, du FLN en particulier. Je vous laisse la parole, on se retrouve à la fin de conférence. Je vais bien évidemment recenser et colliger les questions qui pourraient être posées par nos followers sur Facebook. Je les invite d'ailleurs à s'exprimer, je relayerai leurs questions. À vous, cher Omar. Merci Mustapha, et merci à ceux qui nous suivent. Quand on veut parler de la mise en place d'un État algérien, il faudrait qu'on sache exactement, qu'on ait une idée un tout petit peu du processus des accords d'Évian. Donc en fait, la conférence, on l'a intitulée 4 mois de vacances de pouvoir en Algérie, mais en réalité, ce n'est pas une vacance au sens propre du terme, mais ce sont 4 mois de mars 62, de 19 mars 62 jusqu'au 1er juillet, le jour de référendum d'autodétermination, et le 5 juillet, l'indépendance de l'Algérie. Ce qui fait qu'on a 4 mois là où on avait un exécutif et un représentant de l'État français en Algérie. Ce sont 4 mois. L'Algérie n'était pas totalement indépendante et la France n'avait pas du tout, n'avait plus d'autorité sur l'Algérie. Donc c'est une situation assez anodine, pas totalement simple à gérer. Alors, donc, je vais essayer de présenter la conférence en disant en 3 points, 3 points majeurs, 3 axes. D'abord, je vais parler du début des négociations et le début des accords d'Évian. Ensuite, on va parler de cette période de transition et l'application des accords d'Évian en Algérie, c'est-à-dire ces 4 mois sur lesquels je veux parler. Et ensuite, le 5 juillet et l'avènement et la lutte entre le GPRA et le clan de Boumedienne et de Ben Bella. Donc, pour commencer, nous allons parler ce qu'on appelle les dessous des accords d'Évian. Il faut comprendre que le processus de ces accords, pour comprendre le processus de ces accords, il faut revenir au 4 juin 1958.
Pourquoi le 4 juin? C'était sur la place de ce qu'on appelait autrefois la place du Forum d'Alger, en face du palais du gouvernement. Le général de Gaulle arrive donc à Alger en sauveur pour certains. Mais de Gaulle savait très bien ce qu'il devait faire. Certains disent qu'il était totalement perdu. On l'a vu hier dans le reportage, si vous l'avez suivi sur France 2. Certains disaient que de Gaulle ne savait pas. Enfin, moi, je peux penser qu'il savait très bien où il allait, de Gaulle, déjà, dès qu'il est arrivé au pouvoir. Parce que pour ceux qui connaissent de Gaulle et connaissent le discours de Brazzaville en 1944, ils savent très bien que de Gaulle parlait déjà de l'autodétermination des peuples qui était sous l'autorité et le drapeau français. Donc, pour moi, il avait une idée absolument précise de ce qu'il devait faire en Algérie. La guerre d'Algérie qu'en France, où on ne voulait plus appeler de guerre, pesait lourdement sur la société française, la guerre en Algérie. On a envoyé des jeunes de contingent et ça, financièrement, c'était un gouffre. Et puis, comment dirais-je, de Gaulle ne voulait pas, comme on disait à l'époque, ne voulait plus de Burnous bigarré à l'Assemblée nationale. Il voulait absolument se débarrasser de l'Algérie. Cette idée était claire dans sa tête. Bref, il est parti à Alger avec l'idée que l'intégration d'Algérie à la France n'était plus possible. Certains disaient, hier on a vu que ce qu'a écrit Benjamin Stora disait est-ce qu'il avait une idée précise. Donc, quand il arrive à Alger en juin 58, il prononce le fameux célèbre « Je vous ai compris ». Je vois ce que vous avez voulu faire. C'est le discours, je cite, « Je vous ai compris, je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, celle de la rénovation et de la fraternité. » Mais écoutons très bien ces mots. À qui s'adresse-t-il? À mes yeux, il ne s'adressait pas du tout aux pieds noirs. Il s'adressait aux gens qu'on appelait autrefois les rebelles, c'est-à-dire aux maquisards du FLN. Parce que c'est eux qui ont ouvert la voie. Les pieds noirs, et les pieds noirs n'avaient pas ouvert de voie. La voie nouvelle a été bien ouverte par les combattants du FLN. Donc on vient que de Gaulle, à mes yeux, s'adressait davantage aux gens du FLN qu'aux pieds noirs. Bon, ça c'est un point sur lequel je voulais revenir. L'ambiguïté n'est pas très difficile à mes yeux à lever. D'ailleurs, les Français d'Algérie l'ont vite compris quand il a dit dans le même discours d'ailleurs, dans ce même discours d'Alger, moi, de Gaulle, à cela, j'ouvre la porte de la réconciliation. À qui s'adresse-t-il? Il fallait être complètement naïf pour ne pas croire qu'il ne s'adressait pas au FLN. Écoutez-moi, moi, de Gaulle, à cela, j'ouvre les portes de la réconciliation. Les pieds noirs ont vécu ensuite la politique de Gaulle comme une trahison. Et les Algériens ont vécu de Gaulle comme celui qui va faciliter l'accession à l'indépendance. On se rappelle combien nos anciens en Algérie comment les anciens parlaient de Gaulle. Les pieds noirs lui en veulent toujours, lui en veulent parce que certains ont investi en 62 et continué en 58 et ils ont cru que de Gaulle allait défendre l'Algérie française, donc ils ont continué à investir de l'argent, à créer des entreprises. Donc finalement, beaucoup de pieds noirs ont perdu beaucoup d'argent dans cette affaire. Pour le FLN, tous les espoirs étaient permis avec l'arrivée de Gaulle au pouvoir. Et ils ont su dans son discours, ils ont lu son discours de Brazzaville. Certains, comme Reda Malek, ils ont compris, ils ont lu le discours de Brazzaville. D'ailleurs, la réponse du FLN, à l'issue de son discours de 58, la réponse du FLN était claire. Dès septembre 58, le GPRA, le gouvernement provisoire de la révolution algérienne, a été créé. Dès 58, il a été créé et à sa tête Farhat Abbas. Voilà.
et deux vice-présidents. À l'époque, donc le GPRA n'avait pas Abbas à la tête et deux vice-présidents qui sont Karim Belkacem et Ben Bella. Ben Bella était en prison hein, que le GPRA a été créé. Ben Bella était en prison depuis 1956. 4 ministres d'État, voilà. Ousseini Ahmed était ministre d'État, mais il était toujours en prison. Et Boudiaf était en prison également, mais était ministre d'État. Et Khider était en prison, et Rabah Betat aussi était en prison. Mais ils avaient des postes au sein du GPRA. Le ministre de l'Intérieur était Bentobal, je cite ces noms parce que c'est très important, on va les retrouver tout le temps. Je cite ces noms. Ministre de l'Intérieur, c'est Lardal Bentobal. Ministre de liaison et de la communication, imaginez déjà, on a Boussouf, qui va devenir l'un des patrons du MALG, service de renseignement, et ministre des Finances, Francis Ahmed. Il faut retenir ces noms parce qu'ils vont revenir fréquemment. Donc, en janvier 1960, il y a eu un remaniement, on a changé le remaniement de GPRA et on a nommé Mohamed Yazid qui va devenir ministre de l'Information et qui sera un grand diplomate au sein du GPRA. Donc en août 61, il y a eu un troisième remaniement au sein de la GPRA, au sein du GPRA. Et puis Mohamed Boudiaf, encore en prison, devient vice-président, ministre d'État. Saïd Mohamdi, pour moi, celui qui va faire le massacre de Melouza plus tard, Saïd Mohamdi devient ministre d'État et puis Lakhdar Bentobal aussi devient ministre d'État. Donc, on a promu un certain nombre de personnalités et là, on est dans une stratégie déjà bien ficelée pour l'indépendance. De Gaulle prévoit le 16 septembre 1959 un référendum sur l'autodétermination de l'Algérie. Donc, il y a eu un début, on commençait déjà à avoir un début de négociation avec le FLN et le gouvernement. Déjà, on est en 59, donc c'est 50, l'année 50, l'année des 50 n'était pas encore terminée. Donc, il a commencé des négociations. Dès la fin de 59, des représentants du FLN savaient qu'on allait vers des négociations. Mais naturellement, ils ne communiquaient pas sur cette question. Les gens du FLN gardaient en secret, d'ailleurs le gouvernement français aussi ne communiquait pas, c'était un top secret. Et je peux vous dire qu'il y a des documents dans les archives militaires qui montrent bien qu'il y avait déjà très tôt des négociations. Alors, les affrontements, malgré ce début de volonté de négocier, les affrontements se sont poursuivis sur le terrain parce qu'on ne doit pas arrêter, on n'a pas arrêté le conflit. L'ALN, les affrontements avec l'ALN, de l'armée française contre l'ANN avaient affaibli les wilayas internes terriblement. Lors des années 60, au début des années 60, les wilayas étaient terriblement affaiblis en raison de la ligne Maurice qui a été mise installée, qui a empêché donc l'arrivée des armes en Algérie. Donc ils étaient, comme disait le Salah Boubnider, il a dit qu'en fait on a eu notre indépendance, on l'a gagné notre indépendance, mais on n'a pas battu l'armée française. Ça c'est un fait qu'il faudrait souligner. Donc l'armée de l'ALN sur le terrain a été laminée. Je vous ai parlé de Salah Boubnider qui dit que nous n'avons pas gagné l'armée française, mais nous avons finalement obtenu notre indépendance. Donc on est en juin 1960. On a envoyé des représentants du FLN, du GPRA en un mot, sont arrivés à Paris dans le plus grand secret. Ils ont été reçus d'ailleurs à un moment donné. Farhat Abbas a été reçu par De Gaulle. Et donc, dans le plus grand secret à l'Élysée, mais on est donc au début des années 60. De Gaulle leur rendait hommage
Donc, il a reçu une délégation. De Gaulle leur a bien rendu hommage. Mais je ne vous sers pas. Mais il leur a dit que je ne vous sers. Mais il n'a pas voulu leur leur serrer la main. Il estimait que le temps arrivera, le temps de la réconciliation arrivera et on se serrera la main un peu plus chaleureusement. Ceux qui ont rencontré De Gaulle n'ont pas non plus, non lui ont pas serré la main non plus. Donc on est fin juin 1960. Les nouveaux représentants ont été reçus de nouveau à la préfecture de Melun. Ça, on est en juin 1960. De Gaulle, il pose il pose un certain nombre de conditions selon l'ancien journaliste Jean Daniel, qui pose un certain nombre de conditions. Mais d'ailleurs, Claude Chaillet, qui était dit que De Gaulle voulait faire plier le FLN. Les négociations mais les négociations furent très tôt un échec. Un des représentants du GPRA, qui est à l'époque Chokri Mostafa, il dit que déjà à l'époque, on butait parce que le plan de Gaulle n'était pas l'indépendance de l'Algérie. Au début, c'était un plan d'autodétermination dans le cadre du pouvoir français. Donc, on était un plan échafaudé par le pouvoir français sans des négociations réelles. Donc, De Gaulle donc, mais ce fut un premier pas. Ce fut un premier pas et puis un autre pas est arrivé en novembre 1960. En novembre 1960, De Gaulle prononça le mot Algérie algérienne. Algérie algérienne. La République, il a dit texto, la République algérienne existera. L'Algérie, si elle pourra avoir son gouvernement, ses institutions et ses lois. Ça a été prononcé en novembre 1960 par De Gaulle. Donc, et la guerre se terminera 2 ans plus tard. Hein. Ça a changé totalement la donne. Cette phrase-là a changé totalement la donne. Ce discours a été un tournant dans les négociations secrètes, bien sûr. De Gaulle veut en finir avec l'Algérie parce que les institutions françaises étaient menacées. La France souffrait beaucoup de la guerre d'Algérie en intérieur comme en Algérie. On veut continuer les négociations et alors on a voulu poursuivre les négociations en Suisse. De Gaulle a donné le feu vert pour la négociation en Suisse et on avait créé en France à l'époque un organisme qui s'appelait le Comité des affaires algériennes, qui était présidé par Louis Jox, le père de l'ancien ministre de la Justice en France. Donc, il faut rappeler que les négociations françaises étaient obligées de prendre toutes les précautions possibles parce que les négociateurs français étaient obligés de prendre toutes les précautions possibles parce que l'OAS voulait absolument tuer les négociateurs. D'ailleurs, le maire d'Évian a été tué par les membres par l'OAS. Donc, l'OAS faisait peser une menace sur leur vie. Oui, les partisans de l'Algérie française ne pardonnaient pas à De Gaulle cette trahison. Et surtout qu'aujourd'hui, il a décidé de brader l'Algérie. Donc, Karim Belkacem, qui était vice-président de gouvernement provisoire, est arrivé à Genève le 17 mai 1961. Il était accompagné de Boumendje, était accompagné de Boumendje et Ahmed Francis, qui deviendra plus tard sous le gouvernement de Ben Bella, ministre des Finances. Et donc de Ahmed Francis. Les négociateurs donc arrivés cette année-là à Genève, Karim Belkacem prononça cette fameuse phrase. On la voit un peu partout. Il a dit devant les journalistes, l'Algérie veut accéder à la vie internationale avec sa voix en roulant les R.
Du côté français, Louis Joxe, le père, je vous ai dit, de Pierre Joxe, le ministre de Mitterrand, donc de son côté, donc on a dit que le négociateur qui avait en face, c'était Louis Joxe. Il y avait une énorme tension, donc comme je l'ai signalé, l'OAS veut empêcher ces négociations. Des attentats ont été commis par l'OAS aussi bien en France qu'en Algérie. Et puis les négociations étaient dans une impasse. Ils se retrouvaient dans une impasse. Les Algériens ne voulaient pas céder sur la question du Sahara. On avait déjà en 1956 trouvé du pétrole et les richesses du sol étaient importantes. Donc, De Gaulle, dans sa première proposition, sa première mouture, voulait, comme vous le savez tous, garder le Sahara dans le giron de la France. Mais les gens du FLN, du GPRA, refusaient cette idée-là. Le pétrole et le nucléaire, deux éléments qui étaient importants pour la République, pour la puissance française. Et ce fut un point d'achoppement. C'était le premier point d'achoppement pour les négociations d'Évian. Donc, la France estimait que les Algériens n'ont aucune légitimité historique sur le Sahara. De quel droit? C'était les arguments avancés par les négociateurs français. De quel droit le GPRA demande le Sahara? Ce n'était pas l'Algérie d'avant. Voilà, il n'y a aucune légitimité. Donc, le GPRA de Karim Belkacem a refusé de poursuivre les négociations. Ils sont partis. Donc, ils ont quitté, ils sont retournés à Tunis. 3 jours plus tard, la question il y a eu le coup d'État donc, en Algérie, fait par le quarteron de généraux, Charles Zeller et 2 autres, Jouot. Et cette situation qui a créé une énorme tension à Alger et qui a perturbé énormément De Gaulle et la France aussi, autant que pays, a été énormément bouleversé par ce qui se passait en Algérie. Donc, cette situation va favoriser la position du GPRA dans les négociations. De Gaulle a tout de suite appelé à revenir à la table des négociations, puisque la question algérienne était devenue une question internationale. C'est internationalisé. Donc, Mohamed Yazid, un fin diplomate, parlait l'anglais parfaitement, qui était en Algérie, qui était aux États-Unis. Il a su internationaliser la question algérienne. Donc, la France se trouve montrée du doigt partout à l'ONU. La France avait été bien embêtée par les délégations étrangères, même américaines. On sait très bien que à l'époque, le président américain Kennedy avait de la France. Donc, et De Gaulle est passionnel. Donc, a absolument demandé à la délégation française d'arrêter le massacre et de rappeler à tout prix les représentants de GPRA à la négociation. Donc, l'OAS, entre-temps, il se déchaîne à Alger et en France, et De Gaulle a échappé à des attentats à 2 fois. Et donc, l'attentat de ce qu'on appelle du Petit Clamart. Et jusqu'au dernier moment. Et puis, ils ont proposé, pardonnez-moi, ils ont donc proposé l'attentat et aussi, je parlais de l'attentat de De Gaulle qui a échappé, et aussi Malraux aussi, il a échappé André Malraux a échappé à un attentat. Et donc, le 8 février 1962, il y a eu une énorme manifestation en France. De nouveau, De Gaulle en avait ras-le-bol. Il a appelé les négociateurs à revenir et essayant de trouver un point d'accord sur le Sahara. Et De Gaulle a tout simplement dit au téléphone à Joxe, il faudrait que cette affaire se termine le plus rapidement possible et que l'Algérie accède il lui a dit texto, faites le nécessaire pour que cela s'arrête. Donc, le 6 mars 62,
ils se retrouvent, les deux belligérants, le GPRA et le représentant de Gaulle se retrouvent de nouveau au Rousse, je crois, pour conclure le pacte. La discussion fut terrible et elle a été mot à mot, comme dit Yazid, mot à mot, la phrase, la virgule, tout a été contrôlé et discuté vraiment mot à mot. Donc, on a décidé donc de l'installation pour assurer la transition jusqu'au 1er juillet, le jour du référendum d'autodétermination, pour appeler les Algériens à voter pour savoir s'ils veulent y rester ou non dans la France. Donc, on a signé les accords d'Évian et l'installation, on a installé un gouvernement provisoire, un exécutif provisoire en Algérie, qui était dirigé par Abdelrahman Fares. Et ces gouvernements provisoires avaient un sorte de… Voilà, il était chargé d'orienter les relations économiques et stratégiques du futur Algérie. Comme dit Jean Daniel, le fameux le journaliste de Nouvel Obs, il disait que ces accords d'Évian, c'était un chef-d'œuvre juridique. Il l'a appelé comme étant un chef-d'œuvre juridique. Donc, la période de transition devait être paisible. Voilà. Les premiers soulagés, ce sont les appelés du contingent qui étaient sur place. Naturellement, en France, on n'en voyait plus les jeunes de contingent. On a arrêté, tout le monde était arrêté. C'est la paix en Algérie. Les maquisards algériens qui étaient dans les montagnes, étaient cachés en lutte et qui étaient totalement fatigués, comme dit Salah, ils n'en pouvaient plus, ils étaient laminés. C'était quand même c'était la liesse. Hein. À la fin de l'arrêt des hostilités, le 19 mars, c'était vraiment la liesse. Et l'indépendance est prévue au 5 juillet 1962. Donc, mais entre-temps, le scénario n'était pas totalement respecté tel qu'on l'imaginait. L'OAS a refusé le cessez-le-feu. L'OAS s'attaqua pêle-mêle aux gens. C'est-à-dire qu'on tirait sur les femmes, on tirait sur les gens dehors. Puis il y a eu le 23 mars à Bab el-Oued, entre l'armée française et les membres de l'OAS, des accrochages qui ont fait plusieurs morts. Alors, donc, le 26 mars 62, donc, il y a eu aussi la fameuse fusillade de la rue d'Uzli, qui a fait 49 morts et 150 blessés par l'armée française. C'est d'ailleurs les Français qui ont tiré sur les Français. Et puis, il y a eu les départs, on a commencé à assister à des départs massifs des Pieds Noirs d'Algérie, à la fois sous la menace l'OAS ne voulait pas qu'ils partent, ils tuaient même les gens qui osaient partir. Et puis de l'autre côté, on avait tous les extrémistes du maquis et du néo-extrémistes, enfin des personnes qui arrivaient nouvellement, qui ont pris les armes à la fin de la guerre, quoi, et qui ont été parfois extrêmement sans pitié pour les Européens qui vivaient, et on assistera plus tard en juillet au massacre d'Oran. Donc, à Oran, il y avait des centaines de morts d'Européens. Donc, on a commencé à avoir 1 million d'Européens, comme disait hier le reportage qui sont partis d'Algérie. Mais les Harkis vont aussi souffrir. Et les Harkis vont aussi souffrir. Donc, mais je voudrais juste, avant de continuer, dire que cet exécutif provisoire qui a été installé en Algérie, on a mis à sa disposition
une force constituée de 40 000 hommes. Cette force, on l'appelait la force locale, qui était au tout début, et ça, les archives, on a beaucoup d'archives là-dessus, le gouvernement français a créé cette force sans tenir compte des négociations qui allaient arriver. Dans cette force-là, il avait affecté tous les gendarmes et les marzni, autrement dit les harkis, qui ont été affectés dans cette force locale qui allait servir pour assurer la sécurité de l'Algérie pendant les 3 mois qui allaient de mars à juillet. Donc, il fallait une force pour assurer. Et cette force-là a été constituée finalement lors des négociations d'Évian. Lors des négociations d'Évian, les gens du FLN ne voulaient pas de harkis dans la force locale. Donc, on a gardé la gendarmerie mobile de sécurité et on a gardé les forces territoriales et on a gardé finalement on a retiré les marzni, c'est-à-dire les supplétifs, et on a mis les appelés du contingent. Et ce contingent des appelés était constitué de 90% d'appelés d'origine algérienne et 10% d'origine européenne. Il faut se rappeler que parmi les appelés à l'époque, il y avait des Algériens qui faisaient leur service militaire dans l'armée française. Donc, cette force-là a joué un rôle très important, à la fois pour sécuriser l'espace d'un État qui n'avait pas de police à proprement parler, puisque la France elle ne gérait plus administrativement le pays, et l'Algérie n'existait pas encore autant qu'État. Donc cette force qui était constituée à la fois, parce que l'encadrement de cette force-là l'encadrement était des officiers supérieurs, soit européens, soit les officiers supérieurs d'origine algérienne qui étaient dans l'armée française. C'était les officiers de carrière qui étaient dans l'armée française, qui exerçaient l'autorité. Et parmi eux, donc même parmi les appelés, il y avait des jeunes Européens qui étaient parmi les appelés. Donc c'est une situation assez ambiguë. Parfois, ces jeunes appelés se retrouvaient attirés sur les membres de l'OAS. Dans un premier temps, on n'a pas jugé utile que cette force locale tire sur l'OAS parce que ce n'était pas dans les textes. Mais dans la réalité, Christian Fouché, qui était le représentant de la France auprès de l'exécutif provisoire, auprès de Abdelrahman Faras, parce que c'est lui réellement qui décidait à l'époque. C'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne. L'exécutif provisoire n'avait pas de budget. C'était juste un exécutif, un organisme presque fantoche. Et ceux qui géraient réellement, c'était Christian Fouché, qui était à la tête du délégué auprès du délégué français. Parce que cette force locale, c'était l'argent du gouvernement français. Ils étaient payés par le gouvernement français. Le matériel était le matériel français, les camions, les jeeps, les voitures, l'armement était un matériel français. Donc, ce qui fait que cette armée-là a été dessinée dans un premier temps, donc cette armée a été dessinée dans le but de constituer la future ossature de l'armée algérienne indépendante. Bien sûr, elle était constituée de 40 000 hommes. Elle était plus importante que l'armée de Boumedienne. Voyez-vous, donc Boumedienne déjà, il savait très bien dès la signature des accords d'Évian que cette armée-là allait lui poser un petit problème. Et elle allait lui poser un petit problème parce que dès le départ, il a rejeté l'idée de cet armement, de cette armée-là, de cette force locale. Et puis, cette force locale elle a sécurisé le retour des Algériens qui étaient à l'extérieur, c'est-à-dire en Tunisie. C'est eux qui ont sécurisé, c'est eux qui ont
surtout à Alger, jouaient un rôle pour permettre aux pieds noirs de monter dans les bateaux et les avions, parce que ce n'était pas facile d'aller, par exemple, d'Alger à Maison-Blanche pour les pieds noirs qui voulaient prendre l'avion. Donc, il fallait vraiment sécuriser ces espaces-là. Et c'était cette force locale qui jouait ce rôle-là. Et c'est eux qui ont essayé, ils se sont opposés totalement à ce qui restait de l'armée secrète de l'Ouest, et ils ont même tiré sur certains membres à Bab el-Oued et à Climat de France, dans les hauteurs de Bab el-Oued. Mais on verra que cette force locale, une fois que l'indépendance est finie, les Européens sont partis, sont rentrés. Les jeunes qui étaient à partir de juillet-août, les jeunes appelés européens qui étaient dans la force locale commençaient à quitter l'Algérie. Et surtout aussi les officiers de la gendarmerie qui restaient dans la force locale ont commencé à partir. Donc, ils ne voulaient plus servir le drapeau algérien, parce que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Ces militaires français saluaient le drapeau de l'ennemi d'hier. Donc, ils ont quitté. Il restait le supplétif, c'est-à-dire les harkis. Certains ont réussi à embarquer in extremis, d'autres pas. D'autres se sont cachés dans les hôpitaux. Ceux qui se sont débrouillés sont cachés dans les hôpitaux. Du coup, cette force locale, cette armée, fut en grande partie, du moins pour ceux qui étaient à Alger, je rappelle que cette force armée s'était opposée également aux autonomes d'Alger de Youssef Saadi. Parce que Youssef Saadi va soutenir le clan de Oujda, de Boumediene Ben Bella et de Boumediene. Il va soutenir ce clan-là. Donc, il y a eu même un grand rassemblement aux Anasser, après l'indépendance, au fameux stade des Anasser, où ça a failli dégénérer. D'ailleurs, il y a eu des accrochages entre la Wilaya 4, qui a récupéré tous ces jeunes appelés, qui étaient dans ces jeunes appelés du contingent, ou la Wilaya 4, c'est la Wilaya d'Alger, qui était dirigée par Al-Khatib. Et donc, c'est d'ailleurs la Wilaya d'Alger et la Wilaya 3 de la Kabylie va s'opposer plus tard vont être des wilayas qui vont s'opposer à Ben Bella et à Boumediene. Mais seulement, ils avaient très peu de soldats. On sait très bien que ces deux wilayas étaient totalement affaiblis par des années de guerre. Ils étaient 9000. Les chiffres que j'ai, c'est 9000, alors que l'armée de Boumediene était constituée de presque 40 000 hommes. Voilà, donc là, on est en phase dans une Algérie qui est de mars à 63, de mars 62 à juin 62. Donc, fin juin 62. Entre-temps, on arrive en 62, arrive comment dirais-je, comme on a signé les accords d'Évian, qui étaient aussi imparfaits, ces accords d'Évian, pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire que ce n'était pas parfait pour l'Algérie, ce n'était pas parfait pour la France. Parce que les Algériens ont voulu arrêter la guerre parce qu'ils n'en pouvaient plus, et De Gaulle aussi, parce que la France n'en pouvait plus. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir comment Ben Bella et Boumediene qui vont accuser les gens de GPRA et Krim Belkacem d'avoir bradé la révolution algérienne. C'est quand même extraordinaire. C'est ce qu'on dit, aller chercher les marrons, tirer les marrons du feu. C'est-à-dire, moi, je prépare les marrons, je les mets sur le feu et toi, tu viens les ramasser. Tu viens les tirer pour les manger bien cuits. Donc, les accords d'Évian ont été signalés
ont été vécues comme une liesse, une grande fête en Algérie. Mais comme dit Ali Haroun, on l'a vu d'ailleurs dans le reportage d'hier, il disait que c'était la soupe à la grimace. C'était la soupe à la grimace parce qu'on savait très bien que les relations entre les chefs du FLN, parce que le FLN, à l'époque, c'était deux branches. C'était le GPRA et c'était la LN. Donc, le GPRA, c'était le côté politique et la LN, c'était l'aspect militaire du FLN. C'est cette dichotomie qui va rester longtemps, qui reste toujours en Algérie. On retrouve toujours cette dichotomie qui est toujours à l'origine de la situation algérienne la raison pour laquelle l'Algérie n'est pas sur des bons rails. C'était donc parce qu'on savait que les relations, et vous savez très bien que celui qui détient les armes, vous savez très bien que c'est celui qui détient les armes et qui a les troupes avec lui, a le pouvoir. Et à l'époque, c'était l'état-major général qui avait le pouvoir. Donc, c'était Boumedienne qui faisait la pluie et le beau temps. Donc, et Boumedienne envoie en France, avant même la déclaration de cessez-le-feu, il envoie un homme de 27 ans à l'époque. Boumedienne avait 27 ans plutôt à l'époque. Donc, il envoie, Boumedienne envoie, Boumedienne était vraiment le patron de l'armée et il a commencé à manœuvrer pour prendre le pouvoir. Comme il n'était pas connu par les Algériens, parce qu'il était à l'extérieur, je me demande s'il a tiré une cartouche pendant toute cette guerre. Comme il était à l'intérieur, il avait 27 ans, il était jeune. Donc, il a essayé de trouver un faire-valoir politique. Vous connaissez tous cette histoire et ce passage il a essayé de trouver une figure politique pour pouvoir amener à son projet à point. Et donc, sachant très bien que le projet de Boumedienne et le projet de Ben Bella se ressemblaient déjà d'emblée. C'est un projet socialiste, un projet soit socialisant, disons, avec des dimensions musulmanes. Or, le GPRA qui défendait les accords d'Évian en allemand, en eux-mêmes, étaient un projet de société. Un projet de société qui préconisait une Algérie multiethnique, avec cette fameuse armée, la force locale, qui défendait les biens et la sécurité des citoyens. Ce que là nous veut dire, nous sommes dans un projet plus libéral, avec des ethnies et des confessions différentes. Donc ça, c'était le projet qui a été signé par le GPRA. Donc naturellement, il a été rejeté. C'est une opposition. Ce sont deux projets antagonistes. Il a été rejeté dès le départ par Ben Bella et par Boumedienne. Donc, Boumedienne cherchait une figure de faire valoir. Donc, il envoyait en France, à l'époque Abdelaziz Bouteflika qui était tout jeune. Il envoie en France pour rencontrer d'abord Boudiaf. Mohamed Boudiaf, il lui propose de le rejoindre dans un projet qu'il était défini. Mohamed Boudiaf, il a rejeté l'idée parce que Mohamed Boudiaf, on l'a connu par la suite, il n'a pas beaucoup changé, il avait cette vision démocratique de la société, il avait dès le départ, à travers son DRS, son parti, construit une société, un modèle de société socialiste, mais démocratique, et qui ne tenait pas compte forcément, et dont le FLN n'est pas central dans son programme. Donc, Boudiaf a rejeté l'idée et elle fut acceptée et Hussein Ait Ahmed n'a pas du tout été approché
parce qu'il savait très bien que ça n'allait pas marcher. Donc, il l'a rejeté. Ben, Sidi Ahmed, naturellement, il n'a pas du tout accepté ça. Donc, celui celui qui a accepté, naturellement, c'est Ben Bella. Dans l'idéologie arabisante et islamisante, l'emporter. Ce qui est étrange, c'est que les gens à chaque fois que cela nous venait de Tlemcen, on l'a vu avec Messal el-Hajj, qui prônait la dimension arabe de l'Algérie, et on va le retrouver avec les gens de Tlemcen, donc Ben Bella. Ben Bella a accepté sans aucun problème le projet de Boumedienne. Mais qu'est-ce qu'il était naïf. On le verra, parce qu'il va être détrôné un peu plus tard, mais on ne va pas en parler. Donc, Ben Bella voulait poursuivre la révolution, c'est-à-dire il voulait dénoncer les accords d'Évian. Il est vrai que dans les accords d'Évian, la France s'est taillée la part du lion, c'est-à-dire qu'une partie du pétrole était restée entre les mains, une grande partie est restée entre les mains des entreprises, Total, Shell et tout ça. Enfin, Shell, c'est pas français, mais entre les entreprises françaises. Et il était même permis de continuer les expérimentations nucléaires dans le Sahara. Donc, c'est vrai. Mais il voulait dénoncer les accords de Vienne. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la wilaya 3 et la wilaya 4 ont dénoncé la wilaya 3, donc c'est la wilaya de la région de la Kabylie. Et donc, ils ont dénoncé ils ont remis en question, mais alors, le projet de la société multiethnique algérienne et libérale n'a pas été seulement dénoncé et refusé par les gens de Oujda, mais l'OAS a aussi contribué énormément. Il ne faut pas non plus mettre tout ça sur le dos des Algériens, mais on sait très bien que l'OAS a eu une part importante dans le débat, dans la création de cette ambiance extrêmement chargée de sang, puisque chaque fois que l'OAS tuait un Algérien, les troupes parallèles tuaient des Européens, qu'ils soient ou non membres de l'OAS, c'est devenu insupportable. On avait le 5 juillet à Oran où ils ont été égorgés, des Européens ont été égorgés, mais alors franchement inutilement. C'était trop tard et ça ne servait à rien. C'était des excès de zèle de la part de ces nationalistes arrivés tardivement. Donc, pour bien comprendre, comme je vous disais tout à l'heure, la situation en Algérie à l'époque, nous devons retenir que le FLN avait deux entités. D'un côté, l'organe politique, qui est le GPRA, et de l'autre côté, la LN. Le GPRA, certes, a négocié les accords d'Évian, mais il n'avait, comme je vous le disais, aucune division, aucune, je veux dire par là, pas de troupes. La LN avait des troupes, mais celle de l'intérieur était extrêmement affaiblie. Donc, les autres wilayas soutenaient Ben Bella en dehors de la wilaya 3 et la wilaya 4. On a vu que la wilaya des Aurès ont tout de suite soutenu, en mai 62, soutenu Ben Bella et Oujda. Tahar Zbiri, qui était donc le colonel des Aurès, a soutenu Ben Bella et donc l'état-major et même son adversaire dans la wilaya 1 qui était complètement, qui ne s'entendait pas, qui s'appelait El Hajj Lakhdar, lui aussi il a soutenu Ben Bella. Donc et en intérieur, à Alger, on avait les autonomes, si je le disais tout à l'heure, et les autonomes, on connaît l'histoire des autonomes, hein, comme dit lui-même Saadi, excusez-moi, Yasseb Saadi, il a ramassé des gens qui
c'était des petits voyous d'Alger qui l'on a fait des soldats et des résistants qui étaient extrêmement aguerris à la guérilla urbaine. Donc c'était et eux-mêmes, une partie d'eux à l'indépendance, que le 5 juillet est arrivé, et pendant tout le mois de juillet, une partie de ces gens-là, et ben ça, moi je peux le dire, hein, et il m'a été cette information a été un secret et elle a été dite. C'est eux, en grande partie, les gens des autonomes d'Alger, pro-Ben Bella, c'est eux qui ont pris les villas et les villas et les appartements laissés par les Pieds Noirs. Parce qu'ils avaient les armes. Et donc, ce n'est pas le citoyen lambda qui va prendre la villa laissée par le Pied Noir ou l'appartement en plein rue de Michelet ou la rue d'Islay. Donc, il fallait être bien armé pour pouvoir aller prendre la villa. Ça m'a été confirmé par quelqu'un qui était dans la force locale et qui a fait partie donc, de la wilaya, de membre de la wilaya 4 d'Alger, qui s'est battu contre la force locale. Il m'a dit, on a vraiment assisté à ça. Et c'est eux qui ont pris en partie Donc, enfin, l'ambiance n'était pas très bonne, comme on a dit, entre les chefs. Et quand, par exemple, le 18 mars 1962, la veille du cessez-le-feu, on a libéré Mohamed Boudiaf et Mohamed Boudiaf et Aït Ahmed et Ben Bella, et ils sont partis à Genève. Et ils ont rencontré une partie des négociateurs à Genève. Mais ce n'était pas les embrassades. Hein. Après peut-être une accolade, c'était des mots d'oiseaux, comme les insultes suivaient de partout. Hein. D'ailleurs, Bentobal, qui va devenir plus tard leur ami, leur a dit Khidar les a traités de sale bande. Bentobal leur a dit, ah bon, ben, tenez, vous venez maintenant comme les charognards, prenez le pouvoir, prenez-le. Ça, ce sont les mots utilisés par Bentobal. Vous voulez le pouvoir, prenez-le. Donc, Ben Bella, à partir de cette date-là, donc il a commencé à la jouer individuellement. Il traita d'ailleurs les membres de Ben Bella, a traité les membres du GPRA de saleté, océan de saleté. C'est un mot qui reste. Il les a traités océan de saleté. Et il s'en est pris directement à Karim Belkacem, qui a négocié les accords d'Évian. Il l'accuse d'avoir bradé la révolution. Bon, nous sommes là dans une situation effectivement assez compliquée entre les membres du FLN, les membres du FLN, et je ne vais pas tarder à finir parce qu'il y a plein de choses à dire et on peut pas, et je préfère plutôt avoir des discussions pour que je puisse répondre parce que sinon je ne m'arrêterai pas. Donc Ben Bella se démarque totalement de ses co-détenus, il se démarque co-détenus d'hier, idéologiquement, c'est très bien qu'il n'est pas du tout, on voit bien que l'idéologie de Hussein Aït Ahmed et de Boudiaf. Donc le 14 avant Ben Bella va à Tunis, le 14 mai, oui, il va à Tunis, et puis à Ras de Mao. Ras de Mao, c'est là où était stationné, où se trouvait Boumediene, qui l'attendait. D'ailleurs, il y avait aussi Chad El Benjdid, le futur président, qui avait reçu Ben Bella, et pour vous dire, ni Aït Ahmed ni Boudiaf. D'accord, on était là. Et ce jour-là, où il a hurlé, c'est ce jour, je vais m'arrêter là parce que sinon je ne m'arrête pas, et c'est ce jour-là où Boumediene a hurlé, pour moi parce que c'était le mot scandaleux, la phrase la plus scandaleuse que j'ai entendue, c'est quand il a dit « nous sommes arabes et nous sommes arabes » 3 fois. L'Algérie est arabe. Voilà. Bourguiba qui était présent, en Tunisie, il était très contrarié par cette sortie et cette saillie de Ben Bella,
Et là, on voit bien qu'il voulait plaire à Nasser. Il voulait plaire à Nasser. Et le 27 mai et 30 mai 1962, il y avait le congrès de Tripoli, où on a essayé d'imposer la plateforme de CNRA, le Comité national de la révolution algérienne. Et c'était vraiment le congrès de la discorde. C'était la discorde. Il n'y avait aucune entente. Et là, on a commencé, Boussouf rejoint le clan de Ben Bella, et Boussouf va devenir le fameux, celui qui va être derrière les basses manœuvres. Il va devenir le patron du MALG, le MALG, qui va commencer à espionner tout le monde, et on a commencé à tuer tous les gens qui s'opposaient à ce projet Boumedienne Ben Bella. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon je ne peux pas vraiment m'arrêter. Et je vous remercie pour cette attention, et j'aimerais avoir des questions pour continuer à discuter. Voilà. Merci Omar. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Écoute, il y a deux questions qui reviennent. On sait que 1962 est une année charnière dans l'histoire et de la révolution algérienne et de la naissance de l'Algérie indépendante. On en a parlé l'an dernier avec un historien comme Ali Genoun. C'est aussi un des axes de travail, de recherche de l'historien Ramdan Radjala. Et là, tu viens de nous donner, je pense, un élément supplémentaire. En tout cas, tu as étoffé un aspect important de cette année, c'est les accords d'Évian. Et en quoi ces accords d'Évian, je le rappelais en introduction, qui est un document de 93 pages, en quoi ces accords d'Évian finalement dessinent ce qu'aurait pu être la société algérienne? Oui. Les accords d'Évian n'avaient pas prévu le départ des Européens. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas prévu le départ des Européens, et ils avaient dessiné la société multiethnique. Tout le monde restait, les chrétiens, les juifs, tout le monde. Tout le monde devait rester. D'ailleurs, la raison pour laquelle parfois c'était un peu naïf de la part du gouvernement français et de la part de Gaulle, c'est d'avoir estimé que, je parlais de cette force locale, ils ont espéré que cette force locale allait devenir l'armée algérienne. Donc, ça, c'est un point important, une société multiethnique, que tous les Européens qui restaient devaient garder leurs biens. Alors, il y avait une question qui était très importante, qui a été soutenue, qui a été soulevée, mais qui n'a pas été résolue. C'est est-ce que ces Européens qui devaient rester devaient garder leur nationalité française? Parce que si tu deviens algérien, tu perds ipso facto la nationalité française. Sinon, on peut donner la nationalité française aux autres aussi. C'était un point d'achoppement important. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans le projet, on estimait, si la société évoluait, se maintenait telle qu'elle était, tout le monde allait devenir algérien. Parce que c'est un point qui n'a pas été résolu. Hein. Donc, qui fait que beaucoup de Français avaient peur de perdre leur nationalité française. Et dans leur tête, qu'est-ce qu'on va devenir? Beaucoup de Français, d'Européens d'Algérie. Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on va cesser d'être français? Ou est-ce qu'on va cesser? Alors, du coup, où est-ce qu'on va devenir? Bon, mais on a beau leur expliquer qu'on va construire une société multiethnique, libérale, où chacun a le droit de garder ses biens, ce n'est pas une révolution socialiste, la France continuera à gérer le gaz, le pétrole et tout ça. Donc, mais ça restait épineux. En fait, les Européens d'Algérie n'avaient pas de réponse à ça, et même les Algériens qui étaient les plus favorables à la société multiethnique se demandaient quel sera le statut de ces Européens. Après, on ne va pas quand même se retrouver
de nouveau avec une Algérie à deux vitesses. Donc, ça, c'est un point qui allait être résolu et d'après les archives que j'ai lues, ils étaient sur le point de travailler sur cette question-là. Or, c'est déjà important. C'est ça le projet de société. Une armée mixte construite sur la base de la gendarmerie qui était déjà en place à l'époque française. Il y avait 114 bataillons et 114 bataillons et 114 et 70 de la force territoriale. J'ai oublié les chiffres avec précision, mais c'était 40 000 hommes. C'était énorme. Donc, on pensait que c'était du supplétif. Et alors, du coup, il y a des documents qui montrent que la France a manœuvré, parce que quand les négociateurs du GPRA ont demandé à ce qu'on retire les harkis, De Gaulle était quand même assez fin. Il a compris que déjà le plan, déjà cette force locale était dessinée déjà dès 1961. Il y a eu un décret de transférer tous les supplétifs, tous les harkis dans la gendarmerie locale. C'est-à-dire comme ça, il n'y a plus de harkis. Les Mrazni, qui étaient De Gaulle, il y a un mot, il a dit retirez-moi le mot harki de tous les documents de travail. Donc, il y a eu un décret qui a transféré tous les Mrazni, qui étaient les supplétifs en fait, dans la gendarmerie. C'était à la fois des gens d'origine algérienne et des Européens qui étaient gendarmes. Donc, ces gens-là allaient servir de base pour constituer la future armée algérienne. Seulement, on a vu qu'après le 5 juillet, ça a été à la fois contrarié par les gens de Oujda et par l'OAS. Donc, on n'a pas permis à la naissance de ce projet qui était qui valait ce qu'il valait, mais qui était une autre dimension, une autre façon de voir l'indépendance de l'Algérie. Voilà, en un mot, ce que voulait dessiner le projet de société des accords d'Évian. Ce n'était pas anodin, hein, ce n'était pas un simple accord d'indépendance. Tout était fait pour que les Européens restent. Est-ce que c'est une des raisons qui explique qu'il n'y ait qu'une seule signature algérienne au bas du document? Il y a Karim Belkacem qui a signé. C'est le seul, bien sûr. Oui, parce que c'était le représentant. C'était le représentant. Il n'y a pas là-dessous la traduction, même non dite des. Mais il n'y avait que Louis Jox, sauf si les autres, il y avait Louis Jox aussi. Non, mais je parle du côté algérien. Mais oui, mais les autres, l'autre délégation conduite par Louis Jox n'a pas signé. Et on voit que c'est Louis Jox qui a signé les accords. On peut pas il y a plusieurs signatures françaises, mais il n'y a qu'une seule signature algérienne. Il y avait qui? Il y avait peut-être Jana, non pas Jana. Mais c'était une documentation. Non, mais la question posée, c'est est-ce que cela ne traduit pas justement les rivalités, les instrumentalisations qui existaient déjà entre, par exemple, Boumedienne, Ben Bella, Krassem, etc. Est-ce que lorsqu'on dit qu'en signant ces accords d'Évian, il a bradé la révolution, c'est Ben Bella, c'est l'accusation de Ben Bella. Ça. Voilà, donc oui, mais ce qui est surprenant, c'est que ces accords-là ont été validés par les membres du GPRA, par tous les membres du GPRA. Même Boussouf qui va se retourner, même Khedal qui va se retourner, non pas Khedal, Boussouf, qui était au sein du GPRA, va se retourner plus tard contre lui pour soutenir Mais c'est quand même à la fois on a voulu que les accords aboutissent, parce que tout le monde en avait ras-le-bol, et à la fois on reproche à Karim Belkacem d'avoir signé les accords. Non, mais il y a un gros problème. Mais en France, les Français de France ne reprochent pas à De Gaulle d'avoir terminé avec la guerre d'Algérie. C'est les pieds noirs qui reprochent à De Gaulle d'avoir signé les accords d'Évian. En France, au contraire, on s'est débarrassé d'une épine, on a retiré une épine
du pied, c'est bon débarras. Mais en Algérie, mais il faut se mettre dans la tête de Karim Belkacem. Il faut se mettre dans la tête des gens qui vivaient dans les maquis et les Algériens qui souffraient comme pas possible de cette guerre-là. Et les autres qui ils bougent avec une idéologie complètement archaïque. C'est-à-dire que les autres, ils étaient en prison en plus. Et ils mangeaient tranquillement en prison. Ils étaient depuis 1956. Et puis il sort, il dit la révolution continue, mais j'aimerais bien qu'il soit à la place de Karim Belkacem et tous les morts et les gens qui mouraient de faim. C'est une guerre qu'il y avait en Algérie. Je pense que si Karim Belkacem a signé, il avait derrière lui tout le GPRA. Hein. Je veux dire, même que, bon, on me dira que le GPRA n'avait aucun pouvoir, mais les autres, ils n'ont rien dit. On n'a aucun document de l'état-major général, EMG, qui s'oppose aux accords d'Évian. Aucune réaction mentionnée, écrite. Moi, en tout cas, je cherche du côté algérien, mais est-ce qu'ils vont nous ouvrir un jour les archives là-bas? Je ne suis pas sûr. J'aimerais bien qu'on me donne les archives de GPRA pour voir si Boumedienne a réagi aux accords de… Et si Ben Bella a écrit un courrier à qui que ce soit pour leur dire, moi je m'oppose, je ne suis pas… Bon, il n'était même pas au courant. Il savait qu'il y avait des accords qui étaient en train de négocier. Mais c'est des gens qui, comme dirais-je, comme dans la philosophie grecque, Minerve vient toujours à la fin pour pleurer. C'est-à-dire, elle ne vient jamais avant pour essayer de régler le problème, elle vient toujours à la fin pour… C'est l'oiseau de mauvaise augure qui vient toujours à la fin pour pleurer. Mais il fallait comprendre la situation algérienne, le vécu. Et je dis qu'il y a presque, dans cette affaire, j'ai l'impression que ces accords d'Évian, on dit souvent qu'il y a du gagnant-gagnant, mais j'ai l'impression qu'il y a du perdant-perdant. C'est-à-dire c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'accord parfait. Tout le monde a presque perdu dans cette affaire, puisque d'un côté, en Algérie, ça a créé cette tension de 62, la crise de 62. Et en France, et pour les Européens de France, on a créé l'excès de comportement de l'OAS et l'exode massif. Le gagnant-gagnant, il est vraiment mineur. Mais le perdant-perdant, il est plus important dans les accords d'Évian. Mais que les autres viennent par la suite dire que nous sommes… Enfin, voilà. C'est comme ça que j'analyse la dimension politique et philosophique des accords d'Évian. C'est qu'on reproche à Karim Belkacem d'avoir signé, c'est parce qu'il fallait mettre fin à cette guerre-là qui épuisait tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui à revenir sur les accords d'Évian, cette année de commémoration? C'est-à-dire que les accords d'Évian, à la fois, les Algériens, par certains côtés, je disais qu'il n'y avait pas de gagnant-gagnant, mais par certains côtés, il y avait du gagnant-gagnant. Des Algériens, les Français, la France, pas les Français, la France en tant que nation, a gagné parce qu'elle a gagné certains côtés, elle a quand même continué à exploiter les gisements de pétrole jusqu'à 1972, quand Boumedienne avait nationalisé le gisement de pétrole en disant que c'est contient jusqu'en février, 21 février 72, je crois, Boumedienne a nationalisé les gisements de pétrole en disant que 49 pour les entreprises françaises et européennes et 51 pour l'État algérien. Ce qu'on appelle la fameuse nationalisation du pétrole. Jusque-là, il y avait un énorme déséquilibre en faveur des entreprises françaises en termes d'exploitation du pétrole. Donc ça, c'était du donnant-donnant. Ça, c'est du gagnant-gagnant pour la France. Et puis la France a gardé des bases militaires jusqu'à… et on a dit qu'ils sont partis en 68, mais il y a des bases militaires qui sont restées jusqu'à début 72 à Marseille-Kébir.
des bases militaires françaises. Peut-être que les Algériens, les jeunes ne le savent pas, mais il y avait des bases militaires qui sont restées jusqu'à des années 70. Les Algériens, eux, à travers les accords d'Évian, ils ont eu un statut particulier en France. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, que si un Algérien, tu viens comme étudiant algérien ici, si on applique si on a le statut des accords d'Évian, un Marocain, il n'a pas le droit de travailler avec sa carte de séjour étudiant, où il travaille 20 heures. Un Algérien avec sa carte de séjour étudiant, il peut travailler 39 heures, enfin, à temps plein. Et ça, ce sont les accords d'Évian que certains veulent dénoncer. Oui. Que certains veulent dénoncer parce qu'ils sont à l'avantage, du moins sur le plan immigration, à l'avantage des Algériens. Ça, c'est une évidence. Ça, ce sont les accords d'Évian qui ont porté cet avantage-là. Parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, ils sont toujours valides. Ils sont toujours valides, bien sûr. Même s'ils ont été ici ou là reniés, même si effectivement, il y a certains courants de la société française qui voudraient aligner finalement le droit qui s'applique aux Algériens au droit de l'immigration en général. Oui, mais il faut qu'ils fassent très attention. Parce que si on dit, parce que un certain nombre, la France a un certain nombre d'avantages aujourd'hui qui lui sont maintenus en Algérie, dans pas mal de domaines. Parce que si on commence à détricoter les accords d'Évian, on va voir que c'est un peu compliqué. Hein, parce que la relation entre l'Algérie sur le plan gaz avec la France, c'est comme les accords de Quincy entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Alors qu'il faut être vraiment très prudent là-dessus. Hein. L'Algérie fournira toujours le gaz et le pétrole à la France. Surtout en ce moment. Donc, oui, voilà, surtout en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a l'Algérie, la France a toujours des avantages commerciaux en Algérie. C'est-à-dire que quand tu analyses la balance financière, elle est en faveur de la France. Certains l'estiment bien. Mais il faut être très prudent parce que si on commence à dénouer les accords d'Évian, et il y a un pan de l'économie, c'est vrai qu'on va peut-être, les Algériens exportent plus l'humain, mais d'un autre côté, il faudrait faire très attention. Et d'ailleurs, ceux qui savent ne se lancent pas vraiment, ne prônent pas cette politique. Ils sont un peu plus prudents quant à la façon de retirer. Mais d'un autre côté, l'Algérie, s'il y a un pouvoir démocratique sérieux, dénoncer les accords d'Évian, c'est aussi un bien idéologique pour l'Algérie. C'est sortir d'une certaine situation qui est assez compliquée, qui est construite sur du non-dit et sur les accords d'Évian en même temps, avec la société française. Ça, c'est qu'on reste, il y a un côté malsain, ce côté des accords d'Évian garde un côté malsain dans les rapports entre l'Algérie et la France. Et c'est toujours ces accords d'Évian qui continuent à entretenir ça. Donc, mais est-ce qu'il est facile de s'en séparer? Oui, mais il y aura des conséquences. Oui, mais il y aura des conséquences des deux côtés. Voilà. Merci Omar. Je crois que nous reviendrons de toute façon sur cette année 62 et sur ces accords d'Évian. Tu nous as souligné, montré là ce soir l'intérêt d'y revenir, l'intérêt de lire l'année 62 et les années qui ont suivi l'indépendance, les premières années qui ont suivi l'indépendance algérienne à travers justement ces accords d'Évian. Eh bien, je te remercie. Je sais que nous sommes censés nous revoir au moins 2 fois avant la fin de la saison. Donc, on se donnera rendez-vous et on informera nos adhérents et nos amis. Et je te dis bonne soirée et bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Merci. J'espère que ça sera au moins pour la fin au mois de mai. J'espère que ça soit en direct là-bas. Je l'espère. On verra. Ah, tu seras le bienvenu à la CB en fonction de tes possibilités, effectivement, de venir sur Paris.
Merci encore une fois. Et Merci bonsoir à tous et à bientôt. Bonsoir. Au revoir.